Nous sommes ici aujourd'hui dans l'affaire de l'État de l'Ohio contre Martina Esquita, numéro de dossier 250425. Mademoiselle Eisenberg et Monsieur Wingate sont ici au nom de Mademoiselle Esquita. L'État de l'Ohio est représenté par Mademoiselle Tuck. Nous sommes ici pour le prononcer de la peine. Il y a d'autres parties. J'ai le rapport d'enquête préalable à la peine. Je veux inscrire une chose au dossier avant d'aller plus loin, et cela arrive de temps en temps. Nous aurons beaucoup de conversations. Les avocats les viennent parfois voir le tribunal à l'avance et demandent, avant qu'un plaidoyer ne soit présenté, certains accords ou l'orientation que le tribunal pourrait prendre dans l'affaire. En général, je ne fais pas cela. Je ne donnerai jamais de détails précis. La seule chose dont j'ai parlé avec les parties, c'est le fait que je n'allais absolument pas infliger la peine maximale. Cela veut dire donner la peine maximale pour chacune et les cumuler. Cela laissait tout le reste ouvert. Cette conversation, encore une fois, a eu lieu dans mon bureau. Nous pensions que c'était important. Je connais la famille et, pardonnez-moi, je n'y ai pas pensé en l'évoquant officiellement. J'aurais sans doute dû le faire alors. Honnêtement, ce n'était pas vraiment une promesse. Mais c'est quelque chose que j'ai déclaré et que j'ai réitéré à nouveau. Je souhaite que tout le monde ici sache et que ce soit consigné que le tribunal a déclaré ne pas donner la peine maximale et cumulative à Martina Esquita. Et donc, c'est tout ce qui a été présenté. Je vais donc passer la parole à l'État de l'Ohio. Votre honneur, simplement du point de vue de l'État. En outre, l'État de l'Ohio soutiendrait que les chefs d'accusation pour lesquels nous avons plaidé coupables ne se confondraient pas. Les chefs d'accusation 2 et 3 représentent plusieurs préjudices distincts et identifiables, et il y a des blessures séparées. Comme indiqué dans le Bill of Particulars de l'État de l'Ohio et conformément à la jurisprudence, en particulier l'affaire State v. Scott, qui est une décision de la 6e District, 2014 Ohio 3044. De plus, l'État de l'Ohio soutient que les chefs d'accusation 2 et 3, les chefs de felonious assault, ne se confondent pas avec l'infraction d'enlèvement dans cette affaire, étant donné la nature prolongée et distincte de l'enlèvement par rapport à l'agression criminelle. L'État de l'Ohio citerait la jurisprudence que ce tribunal connaît très bien. State of Ohio versus EADs, encore une fois, 6e District, 2025 Ohio, 2617. À part cela, l'État demanderait le nol approprié. Je crois qu'il s'agit des chefs d'accusation 4, 5 et 6. Je crois que ce sont les 3 chefs d'accusation qui devraient l'être maintenant. La victime est présente et souhaite faire une déclaration devant le tribunal. Il me semble qu'elle a demandé à un membre de sa famille de le faire en son nom. Parfait, merci. Allez-y, indiquez votre nom pour le procès-verbal, s'il vous plaît. Matt Sherry. Merci. Merci, monsieur le juge. Je remercie le procureur, vous et le tribunal pour cela, mais cette affaire. Cette déclaration vient également de la victime. Monsieur le juge Oglender, je fournis cette déclaration pour partager avec le tribunal l'impact des agressions. Cela m'est arrivé pendant ces 10 jours, en mars 2025, aux mains de Martina, Michael, Austin, Chance, David et Aaron, et de leurs conséquences sur ma vie. J'espère que mes mots aideront le tribunal à comprendre les effets profonds et durables que cet événement a eus. Ces agressions ont entraîné des difficultés financières en raison des frais médicaux, des pertes de salaire et des dépenses liées à ma convalescence. J'ai de nombreuses factures médicales qui arrivent à cause de mes blessures importantes et cela m'inquiète. Ces charges se sont ajoutées au stress et à l'anxiété que je ressens déjà. Avant, j'avais toujours un emploi. J'en ai perdu au moins 2 à cause de Martina. Pendant ces 2 ans, je n'ai pas pu travailler car elle m'en empêchait. Quand j'ai enfin été libre, j'avais tant à guérir que je n'ai toujours pas pu reprendre le travail. Je suis reconnaissant envers ma famille et ne douterai jamais de leur dévouement. Mes os cassés ont guéri en quelques semaines, mais j'étais immobilisé et la rééducation a duré bien plus longtemps. Je continue à faire des cauchemars à propos des choses horribles que toi et ces hommes m'avaient faites. Martina, parce que rien de tout cela ne serait arrivé si tu n'avais pas été la meneuse ou l'instigatrice de tout ce qui m'est arrivé. Je pensais que Martina était mon amie. Elle disait m'aimer et tenir à moi. Je doutais que Martina puisse aimer ou prendre soin des autres, mais elle manque de compréhension de l'amour, de compassion et d'honneur.
Je pense qu'elle recommencera et que la seule façon de protéger notre communauté et moi-même est de la faire enfermer le plus longtemps possible. Avant que Martina ne revienne dans ma vie, je n'avais jamais rencontré aucune des autres personnes impliquées dans cette situation. Une fois que je suis entré dans cette maison de l'avenue Parker, je n'ai plus jamais été autorisé à partir seul, à parler à ma famille ou même à garder mon propre téléphone portable. J'ai enduré les abus de chacune de ces personnes pendant les 2 années entières où j'ai été retenu là-bas. Martina est une femme sournoise, manipulatrice et cruelle qui aimait me faire du mal et voir les autres le faire. Je l'ai suppliée d'arrêter les coups que je recevais. J'avais tellement mal, mais elle a ignoré mes supplications et a insisté pour qu'une autre personne m'agresse. Je ne comprends pas pourquoi ils m'ont fait ça. Je n'ai jamais rien fait à aucun d'eux, ni aux animaux qui vivaient dans la maison où j'étais forcé de rester. En fait, je n'ai jamais rien fait à personne pour mériter ce que chacun d'eux m'a fait. Martina a monté tout le monde contre moi et je ne comprends vraiment pas pourquoi. La torture que j'ai endurée était impensable et barbare. Vous ne m'avez pas traité comme un être humain. Je me souviens qu'à l'époque où vous me reteniez, vous faisiez des remarques à Michael sur le fait de me nourrir, disant qu'il pouvait donner un peu de nourriture. Je ne suis pas aussi inhumain, je sais qu'il faut donner à manger. Dans la vidéo de la caméra piéton, vous avez dit ne pas être un kidnappeur ni ligoter les gens, et cela vous faisait rire. Mais rien de tout cela ne m'a amusé. Je pense tout de même que c'est un peu du karma que vous passiez des années de votre vie en prison. Monsieur le juge, je vous demande de donner à Martina la peine la plus longue possible parce que je crois vraiment qu'elle recommencera et fera ça à quelqu'un d'autre. Elle n'a montré aucun remords dans cette affaire. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de parler de la façon dont cela aurait pu affecter ma vie. Merci, Austin est génial. Monsieur le juge, aussi difficile que cela soit. Il y a presque 30 ans, jour pour jour, j'ai vécu une situation très similaire et j'ai été victime d'un crime violent horrible dans le tribunal du juge MacDonald. À cette époque, le procureur Mankins. J'ai 46 ans, cela m'est arrivé quand j'avais 16 ans, je vis avec ça tous les jours. Et il en sera de même pour Austin. Et nous avons tellement de chance de les avoir. Mais notre famille vous demande de faire de votre mieux et de condamner Martina à la peine la plus lourde possible. Merci. Merci, Monsieur Cherry. Autre chose pour l'État? Votre honneur. Merci. À vous, Maître Eisenberg. Bonjour, Votre Honneur. Votre Honneur, je vais indiquer à la Cour que la défense est d'accord avec l'État en ce qui concerne le meurtre. Et Votre Honneur, au nom de Martina Esquita, Martina, Monsieur Wingate et moi-même, je voudrais d'abord remercier la Cour d'avoir reporté cette affaire jusqu'à aujourd'hui. Nous vous remercions sincèrement pour votre bienveillance et votre flexibilité. Nous sommes bien conscientes qu'une résolution finale dans cette affaire est attendue depuis longtemps, très attendue même. Mais ces quelques jours supplémentaires accordés par le tribunal nous ont été indispensables pour bien faire les choses, pour bien faire cela. Donc encore une fois, Madame la juge, merci. Nous sommes devant le tribunal aujourd'hui parce que, le 30 avril dernier, Martina a plaidé coupable à une accusation d'enlèvement et à 2 chefs d'accusation d'agression aggravée, où elle a assumé la responsabilité de ses actes. En mars 2025, c'était un plaidoyer de culpabilité. Votre Honneur, vu les faits de cette affaire que le tribunal connaît en partie, il est compréhensible qu'elle ait préféré plaider coupable plutôt que d'aller au procès. Les faits sont graves, les faits sont lourds, et franchement, les faits sont embarrassants pour toutes les parties impliquées. Mais je dirais au tribunal que, même si le tribunal connaît les faits de l'affaire, il ne sait vraiment rien sur Martina, à part le fait qu'elle a décidé de prendre ses responsabilités, d'assumer ses actes dans cette affaire, en plaidant coupable. Et encore une fois, je dirais au tribunal qu'elle a plaidé coupable parce qu'elle a reconnu qu'elle était coupable. Et maintenant, je comprends qu'elle dit dans son rapport d'enquête préalable à la peine « Je ne pense pas avoir enlevé cet homme ». C'est vrai.
Elle ne pensait pas cela, mais après de nombreuses conversations avec moi-même et M. Wingate, elle a fini par comprendre que la définition juridique de l'enlèvement est différente de la définition que le grand public en a. Et donc aujourd'hui, elle assume la responsabilité de ses actes. Cependant, votre honneur, ces actes, ces 10 jours en mars 2025 ne résument pas qui est Martina. Alors qu'elle se tient devant ce tribunal, elle a 29 ans. Alors qu'elle n'avait que 3 mois, son beau-père a commencé à abuser d'elle sexuellement. Quand elle a eu 2 ans, il la violait. Elle vivait dans une maison avec sa mère qui ne l'écoutait pas. Quand elle disait « Ton homme, mon beau-père, me viole », jusqu'à l'âge de 9 ans, elle a souffert. Jusqu'à ce qu'elle aille vivre chez son père, les choses n'étaient pas très différentes. En fait, c'était pire. Son père, un toxicomane, avait l'habitude de vendre Martina en échange de pilules. Il l'habillait comme une prostituée. Et il la livrait à des gens pour de l'argent. Ce n'est qu'à l'âge de 14 ans, curieusement, alors qu'elle vivait dans des hôtels avec son père, qu'elle s'est fait une amie dans l'un de ces hôtels. Et il se trouve que la mère de son amie était assistante sociale, elle a appelé les services de protection de l'enfance, et Martina a été retirée à 14 ans de la garde de son père pour être placée en famille d'accueil. Les choses ont changé, les abus sexuels ont cessé. Mais elle n'avait personne. Elle n'avait aucun repère, personne pour l'aimer, donc je suis d'accord avec la déclaration qui vient d'être faite à propos de Martina. Elle ne comprend pas l'amour parce qu'elle ne l'a jamais ressenti. Ni ses parents, ni aucun membre de sa famille élargie. Elle se tient ici avec moi et M. Wingate, mais franchement, elle est assise ici aussi seule qu'elle l'a été toute sa vie. Après être sortie du système de placement familial à 18 ans, elle a décidé de se débrouiller toute seule. Elle a décidé d'aller essayer de construire la famille qu'elle n'a jamais eue. Même si elle n'a pas choisi les bonnes personnes, comment aurait-elle pu le savoir? Avec ce genre de passé, et je dirais aussi qu'elle a de nombreux problèmes de santé mentale, dont certains sont d'origine génétique ou biologique, liés à des déséquilibres chimiques dans son cerveau. Certains de ces problèmes viennent des situations qu'elle a vécues dans sa vie. Alors, avec ce passé, votre honneur, quel genre de vie Madame Esquita était-elle censée avoir? Ce sont les cartes qu'on lui a distribuées, et elle a dû faire de son mieux avec ce qu'elle avait. C'est devenu une question de choix, et elle a fait beaucoup de mauvais choix. Et votre honneur, elle vous dira qu'elle a fait beaucoup de mauvais choix. Mais qu'aurait pu faire une personne comme elle, sinon faire de mauvais choix, si personne ne lui a montré ce qu'il fallait faire? En fait, c'est tout le contraire. Les personnes qui étaient censées l'aimer, celles qui étaient censées la soutenir, celles qui étaient censées l'aider à grandir, l'ont brisée. Elle a été brisée très jeune et cette fissure n'a fait que s'élargir au fil des années à mesure que toutes ses expériences de vie s'accumulaient. Et elle n'avait aucune compétence pour faire face à tout ça, aucun système de soutien pour l'aider à y faire face. Et votre honneur, je tiens à être très clair. En faisant ces déclarations, mon but n'est absolument pas de présenter Martina comme la véritable victime dans cette affaire. Une seule vraie victime dans cette affaire. Il s'agit d'Austin McClellan. Non seulement je le reconnais pleinement, mais le tribunal entendra également Martina. Vous l'entendrez de sa propre bouche, elle le reconnaît aussi. Et vous savez, votre honneur, en fait, alors qu'elle est assise devant vous aujourd'hui, Martina n'est pas une victime. Elle n'est pas une victime d'aucune des circonstances auxquelles elle a été confrontée. Non, Martina est une survivante. Martina est considérée comme une survivante. Elle s'adressera au tribunal aujourd'hui. Et comme cela a été le cas tout au long de sa vie, la plupart des gens ne voudront pas entendre ce qu'elle a à dire. Mais il est tellement important que nous écoutions.
C'est la vie de quelqu'un qu'on a réduite au silence, ignorée, sous-estimée, rejetée. Et peut-être que si quelqu'un avait pris un moment pour écouter Martina à l'époque, pour vraiment l'entendre et faire ce qu'il fallait pour elle, nous ne serions pas devant le tribunal aujourd'hui. Et enfin, j'ai commencé sur une note de gratitude et j'aimerais aussi terminer ainsi. Je remercie le tribunal de m'avoir désigné dans l'affaire de Martina. Je ne sais pas si le tribunal s'en souvient, mais le jour de ma nomination, j'étais un peu hésitante à accepter cette mission. Vu tout ce que j'entendais, je n'étais pas sûre de pouvoir gérer une cliente comme Martina. Mais, votre honneur, je suis heureuse d'avoir donné une chance à Martina et à cette affaire, car cette description ne reflète pas qui est vraiment cette jeune femme. Elle est bien plus qu'un titre sensationnaliste. C'est un être humain. C'est un être humain comme vous et moi, et cela signifie aussi qu'elle a ses défauts. Elle a des défauts. Elle est fragile. Mais tout ce qu'elle peut faire, c'est essayer d'être une meilleure personne demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je pense qu'elle suit cette voie désormais. Pendant qu'elle était en prison, elle a pleinement profité de toutes les ressources disponibles, des conseillers et des cours. Elle a tout un tas de certificats que je vais récupérer avant, selon ce que le tribunal décidera, si elle est transférée en établissement pénitentiaire. Je pense qu'elle est sur cette voie maintenant. Elle est prête et disposée à accepter les conséquences de ses actes et à utiliser cette expérience comme un tremplin pour grandir et guérir. Je suis moi-même très fière de Martina et ce fut un privilège de la représenter et d'être sa voix pendant les 14 derniers mois. Mais je pense qu'elle est prête à faire entendre sa propre voix, votre honneur, et à parler en son propre nom si le tribunal le lui permet. Oui. Pour faire une déclaration. Merci. Madame Esculeta. Votre honneur, serait-il possible qu'elle puisse s'asseoir? Une sorte de lettre d'excuse. Je voudrais commencer par vous présenter mes plus sincères excuses du fond du cœur. J'assume l'entière responsabilité de mes actes et du rôle que j'ai joué dans tout cela. Je sais que tu devras vivre avec ça toute ta vie, et j'en suis désolée. Pardon de t'avoir causé autant de souffrances mentales, physiques et surtout émotionnelles. J'aurais dû intervenir et arrêter tout ça. Je regrette de ne pas l'avoir fait. J'ai vraiment été lâche. Je n'aurais pas dû agir ainsi, j'aurais dû être là pour toi, pas t'enfoncer quand tu étais à terre. Je ne m'attends pas à ce que tu acceptes mes excuses. Je mérite de réfléchir à mon comportement et mes actions. Je veux aussi admettre que j'ai été un monstre et je suis désolée, parce que je sais que ce n'est pas la personne que tu as connue quand tu m'as rencontrée. Je veux aussi présenter mes excuses à ta famille. Je suis tellement désolée pour toute la douleur et la peine que je vous ai causée à tous. Je vous ai fait vous inquiéter, je vous ai fait pleurer. Si j'étais à votre place et que c'était mon bébé, je ressentirais la même chose. Je suis tellement désolée de vous avoir tous blessés et j'en prends la responsabilité. Aucun de vous n'aurait dû ressentir de la douleur dans votre cœur. Je suis vraiment désolée, Austin et la famille. Si je pouvais revenir en arrière, rien de tout cela ne serait arrivé. Je suis tellement désolée de t'avoir amené dans cette situation dangereuse. Un malheur n'arrive jamais seul, et j'ai été la foudre qui t'a blessé. Je suis vraiment désolée quand tu as demandé de l'aide. Je l'ai ignoré alors que j'aurais dû appeler le 911, mais j'étais trop effrayée et égoïste. Tu as tout fait pour me montrer que tu tenais à moi, mais tout ce que j'ai fait, c'est te poignarder dans le dos et te faire souffrir. Je suis tellement désolée pour toute la peine que j'ai causée à toi et à ta famille, pour toute la douleur et toute la souffrance que vous avez dû endurer à cause de mes mauvais choix et de mes actions dans tout cela. Je suis vraiment désolée du plus profond de mon cœur. Je te présente mes excuses les plus sincères. Merci. Eh bien, évidemment, le tribunal a déjà eu l'occasion de lire pas mal de choses sur cette affaire puisque j'ai déjà prononcé la sentence pour 4 des co-accusés dans cette affaire. Et bien sûr, vous savez, comme tout le monde,
a eu une enquête préalable au prononcé de la peine. Vous savez, il y a évidemment, vous savez, des accusations et je comprends que les co-accusés ne voulaient probablement pas forcément assumer la responsabilité de leur part, mais je dirais qu'il y avait une chose qui revenait chez tous, c'est que Martina Scito était la chef de... je veux dire, c'était sous tous les aspects une secte. Pas une secte géante, mais c'était comme une petite secte. On dirait que les gens entraient, mais tu n'avais pas le droit de partir. Le tribunal doit considérer certains éléments. D'abord, je dois noter qu'elle n'a pas de casier judiciaire. Mais franchement, c'était d'un tout autre niveau pour une première série d'infractions. Je comprends qu'on vous a diagnostiqué, vous savez, un trouble de stress post-traumatique, une dépression, de l'anxiété. On dirait que vous avez reçu un diagnostic. Et je ne sais pas si votre avocat vous l'a dit, mais j'ai passé les 9 premières années de ma carrière à poursuivre des personnes qui violaient et maltraitaient des enfants. Fait intéressant, certains de ces jeunes m'ont retrouvé sur Facebook, gardent le contact avec moi et me remercient encore de m'être occupé de ce que j'ai fait. Vous n'avez pas eu la chance que quelqu'un paye pour ce qu'on vous a fait. Cependant, ce que je dis, c'est avec ou sans thérapie, et vous saviez que vous aviez des problèmes. Vous êtes adulte depuis longtemps. Vous avez 29 ans, vous savez. Donc, il faut que vous assumiez une part de responsabilité pour traiter et gérer les choses qui vous sont arrivées dans le passé et y faire face. Vous n'avez pas donné suite et avez rejeté toutes les recommandations comme indiqué dans le rapport PSI. La victime a clairement dit que vous donniez tous les ordres, ordonniez aux autres de l'agresser et l'avez aussi frappé avec vos poings et une batte. Vous l'avez frappé à la tête avec une poêle. Il avait des côtes fracturées, un sternum fracturé et un péroné fracturé. Ça fait beaucoup de coups. Les agressions n'étaient qu'une partie visible. Les conditions du lieu où vous l'avez gardé étaient répugnantes et vous y viviez aussi. Vous l'avez privé de nourriture, vous ne le laissiez pas aller aux toilettes quand il en avait besoin. Je veux dire, tout ça va bien au-delà de la douleur physique des os brisés. Ce sont des choses qui atteignent psychologiquement. Et en tant que personne qui a vécu ça, ce que vous avez choisi de faire, au lieu de prendre ton traumatisme et peut-être vouloir, certaines personnes aident les autres. Certaines personnes, tu sais, essaient de rendre le monde meilleur à cause de ce qu'elles ont vécu. Au lieu de ça, tu as retourné ça contre la victime dans cette affaire. Et donc, je dirais que j'apprécie que tu assumes tes responsabilités ici, dans la salle d'audience. Tu as mentionné dans le rapport préalable au prononcé de la peine que certains voulaient te faire passer pour un monstre. Je ne vais pas utiliser ce mot parce que ce n'est tout simplement pas un terme juridique. Je ne suis pas sûre que cela convienne. Cependant, je suppose que ce que je veux en retenir, c'est... Tu détournes la responsabilité en disant qu'il te reproche des choses et rien dans tout ce que j'ai lu jusqu'à présent ne montre que tu n'étais pas, en fait, la meneuse dans toute cette histoire. La présomption d'emprisonnement est présente ici pour un crime du premier degré, 2 crimes du deuxième degré. Il n'y a rien. L'absence de condamnation antérieure sont la seule chose qui joue en votre faveur et qui enlève la présomption. Il n'y a rien d'autre dans les faits de cette affaire qui donne à ce tribunal la moindre hésitation à ne pas renverser cette présomption ou à la renverser dans l'autre sens. Cette affaire a vraiment écœuré le tribunal. Vous souffrez de stress post-traumatique à cause de ce que vous avez vécu. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que cette personne, cette victime, va devoir endurer chaque jour pour le reste de sa vie. Peut-être qu'il y aura des jours où il n'y pensera pas. Vous aviez clairement le contrôle sur ces hommes qui exécutaient ensuite vos ordres pour vous. Donc, ça n'efface pas vos problèmes de santé mentale.
Et encore une fois, on peut compatir à vos débuts difficiles et reconnaître malgré tout qu'il doit y avoir une punition. Et une réhabilitation et que vous répondiez de ce que vous avez fait à cette personne. Maintenant, vous savez déjà ce que c'est. Je sais que vous savez à quoi j'ai condamné vos co-accusés. Et donc, je me suis assurée de regarder tout cela. Pour chaque affaire, je ne choisis pas simplement un chiffre au hasard. Vous savez, j'essaie de réfléchir attentivement à ce qui est approprié pour la condamnation. Et je vais commencer tout de suite, ici et maintenant, en disant qu'il n'y a aucune chance que vous receviez moins que celui qui a eu la peine la plus élevée, c'est-à-dire Michael, votre mari, parce que vous étiez la meneuse. Je n'ai rien vu qui contredise cela. On dirait que lorsque j'entends parler de votre passé, vous avez rejeté tout ce traumatisme au lieu d'en assumer la responsabilité et de chercher de l'aide. Pourtant, vous l'avez rejeté sur quelqu'un d'autre et vous l'avez mis dans la même position que celle dans laquelle vous étiez, même si c'était pour une période plus courte, mais cela reste important. L'audience de détermination de la peine a eu lieu conformément au code révisé 292 919. Le prévenu a eu tous les droits selon la règle pénale 32, je suis désolée. C'est la première chose que j'aurais dû faire. Je crois que mademoiselle Eisenberg là... Approchez, oui. C'est très bien. Je commence à peine. Je dois lire ceci à voix haute. Madame Guida, vous venez de le parcourir. Merci, mademoiselle Eisenberg. Très bien. Ceci est un avis des obligations d'inscription en tant que délinquant violent selon la loi, même si je sais que mademoiselle Eisenberg vient probablement de passer tout cela en revue avec mademoiselle Esquita et de le lui lire. Je dois le lire à voix haute. C'est la loi. Vous avez été reconnu coupable ou avez plaidé coupable à une infraction ouvrant la qualification de délinquant violent selon l'article 2903.41. Vous êtes tenu de vous inscrire en personne auprès du shérif du comté où vous établissez votre résidence dans les 10 jours suivant votre arrivée dans ce comté ou si vous occupez un logement pendant plus de 3 jours dans le comté. Vous êtes tenu de fournir au shérif certaines informations, y compris votre numéro de sécurité sociale, votre nom complet, tous les pseudonymes que vous utilisez, votre adresse de résidence, ainsi que des informations concernant l'infraction pour laquelle vous avez été reconnu coupable ou à laquelle vous avez plaidé coupable. Une description de toute cicatrice, tatouage ou autre marque distinctive sur votre personne, le nom et l'adresse de tout lieu où vous travaillez ou étudiez. Tout numéro de permis de conduire commercial ou numéro de carte d'identité d'État qui vous a été délivré, le numéro de plaque d'immatriculation de chaque véhicule que vous possédez, conduisez ou qui est enregistré à votre nom. Le numéro d'identification du véhicule ainsi qu'une description du véhicule doivent également être fournis au shérif. Vous êtes tenu de fournir au shérif vos empreintes digitales et palmaires. Le shérif prendra également une photographie de vous au moment de l'inscription. Après cette date d'inscription initiale, vous êtes tenu de vous réinscrire chaque année. Vous devez mettre à jour ou modifier toute information mentionnée ci-dessus qui a changé et fournir toute information supplémentaire demandée au bureau du shérif du comté dans les 10 jours suivant la date anniversaire de votre inscription initiale. Si vous changez d'adresse de résidence, vous devez fournir un avis écrit de ce changement au shérif auprès duquel vous vous êtes inscrite le plus récemment, ainsi qu'au shérif du comté dans lequel vous avez l'intention de résider. Vous êtes tenu de respecter toutes les exigences décrites ci-dessus pendant une période de 10 ans. Puisque votre résidence prévue est le comté de Lucas, vous devrez vous inscrire en personne auprès du shérif de ce comté au plus tard 10 jours après votre libération de détention. Le bureau du shérif est situé au 1622 Spielbush, Toledo, Ohio, 43 604. Le fait de ne pas s'inscrire ou de ne pas vérifier votre résidence au moment spécifié entraînera des poursuites pénales. Je vois votre signature, ou ce que je pense être votre signature. Est-ce bien la vôtre, mademoiselle Esquita? Oui. Vous avez passé cela en revue avec mademoiselle Eisenberg? Oui. Très bien. Des questions sur ce formulaire? Non, nous vous en donnons une copie. Oui. Désolée, je vais juste la voir avec moi ici quand je commence. Non, je vous remercie. Oui. Punaise, il fait chaud ici, non?
Non. Lesquels sont à moi maintenant? C'est trop long. D'accord. Merci. L'audience de détermination de la peine a eu lieu conformément à 292 919. Le prévenu a eu tous les droits selon la règle 32 de procédure pénale. Le tribunal a pris en compte le dossier, les déclarations orales, toute déclaration de la victime sur les répercussions, le rapport présententiel ainsi que les principes et objectifs de la peine selon 292 911. Le tribunal a examiné les facteurs de gravité et de récidive selon l'article 292 912. Je vous informe que vous avez le droit de faire appel de votre plaidoyer. Un tel appel doit être déposé dans les 30 jours suivant la condamnation. Si vous souhaitez faire appel mais que vous n'en avez pas les moyens, les documents pertinents nécessaires pour l'appel ainsi qu'un avocat vous seraient fournis gratuitement. Le tribunal constate que vous avez plaidé coupable le 30 avril 2026. Vous avez été reconnu coupable par ce tribunal du chef d'accusation numéro 1, enlèvement 290 501 à 3, et c'est un crime de premier degré. Chef d'accusation 2 et 3, agression aggravée. Les deux infractions relèvent de 2903.11 A1 et D1 petit a. Ce sont toutes les deux des crimes de second degré. Je vais noter que ce ne sont certainement pas des affaires dont les peines seraient exécutées concurremment ou fusionnées. Le tribunal a détaillé les fractures et les actes qui ont eu lieu lors de ces agressions aggravées. Et clairement, il pourrait y avoir plus que les agressions criminelles auxquelles Mme Skita a plaidé coupable. Le tribunal estime que la prévenue ne peut pas bénéficier d'une mesure de probation. La prison est conforme aux objectifs de 292 911. Par conséquent, le tribunal ordonne que la prévenue purge une peine comme suit. Et je vais dire ceci. Évidemment, rien ne pourra améliorer la situation pour la famille. Rien ne pourra améliorer la situation pour la victime. Je dis cela même dans une affaire de meurtre. Rien de tout cela ne pourra vous remettre comme avant ces 10 jours. Et le tribunal a bien sûr pris en compte les autres peines et le rôle de Martina Esquita dans ce qui s'est passé. Concernant le premier chef d'accusation, enlèvement, le tribunal condamne Mme Esquita à une peine de 8 ans minimum, 12 ans maximum. Pour le deuxième chef d'accusation, le tribunal condamne Martina Esquita et pour le troisième chef à une peine de 7 ans à 10 ans et demi. Les peines sont ordonnées à être purgées consécutivement les unes aux autres. Cela est nécessaire pour remplir les objectifs des articles 292 911, 292 914 et n'est pas disproportionné par rapport à la gravité de la conduite de la délinquante ou au danger qu'elle représente. Le tribunal conclut en outre qu'il est nécessaire de protéger le public contre de futurs crimes ou de punir la délinquante. Au moins 2 des infractions multiples ont été commises dans le cadre d'une ou de plusieurs séries d'agissements et le préjudice causé par 2 ou plusieurs des infractions multiples commises était si grave ou inhabituel qu'aucune peine d'emprisonnement unique pour l'une des infractions commises dans le cadre de ces comportements ne reflète adéquatement la gravité de la conduite de la délinquante. Donc, cela donne une peine de, si je calcule bien, de 22 à 26 ans. Selon le code révisé 2929 B2 petit g, la prévenue ne doit ni consommer ni se faire injecter de drogue illicite et doit subir des tests de dépistage négatifs. En raison de la condamnation pour crime, la prévenue ne pourra jamais utiliser, recevoir, acheter, posséder, transporter ou autrement détenir une arme à feu ou des munitions. Toute violation est passible de poursuite pour crime. Il vous est également ordonné de vous soumettre à un test ADN conformément à l'article 290 107. Vous pourriez bénéficier de jours de réduction de peine dans les circonstances spécifiées à l'article 2967.193. Ces jours ne sont pas automatiques. Ils doivent être gagnés de la manière prévue dans cet article. Le nombre total de jours cumulés selon cet article ne doit pas dépasser 8% du nombre total de jours de la peine d'emprisonnement d'État. La prévenue est également informée conformément au projet de loi du Sénat 201 et au code révisé 292 919 B2 petit C 2967,271. Nous en avons parlé lors de votre plaidoyer.
Il existe une présomption réfutable selon laquelle vous serez libéré à l'issue de la peine minimale. C'est votre peine. Ce sont vos actions au sein de l'établissement qui pourraient allonger cette peine maximale. Ce qui se passe, c'est que si vous avez des ennuis là-bas, si vous faites quelque chose qui enfreint leurs règles, ils peuvent organiser une audience. Cela n'a rien à voir avec le tribunal. Comme dit lors de la plaidoirie, l'ODRC organise une audience. Ils prennent en compte la nature de vos accusations, votre niveau de sécurité là-bas, ce que vous avez fait pour avoir des ennuis, ainsi que d'autres facteurs, et ils peuvent réfuter cette présomption. Ils peuvent en fait le faire plusieurs fois. Vous pouvez avoir des ennuis, ils peuvent ajouter du temps. Vous avez encore des ennuis, ils peuvent ajouter encore plus de temps. Ils peuvent faire cela autant de fois qu'ils le souhaitent. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est vous garder au-delà de cette durée maximale. Après la libération de prison, le contrôle post-libération dans ce cas est obligatoire pour une durée d'au moins 2 ans et d'au plus 5 ans. Ceci concerne le crime de premier degré. Les 2 crimes de second degré entraînent également un contrôle post-libération, mais ces peines ne sont pas consécutives. Donc, vous serez placé sous surveillance pendant 2 à 5 ans. Durant cette période, en cas de problème lors du contrôle post-libération, le Conseil de libération conditionnelle peut vous renvoyer jusqu'à 9 mois par violation, avec un maximum de 50% de la durée mentionnée. En cas de nouveau crime durant le contrôle post-libération, vous risquez d'être renvoyé pour la durée restante ou 1 an selon la période la plus longue. Si vous êtes condamné à une peine de prison pour cette nouvelle infraction, elle peut être ordonnée consécutivement à l'autre. La prévenue doit être remise à la garde du département de réadaptation et de correction. Vous allez recevoir un crédit de 423 jours à compter de cette date, ainsi que pour les jours de détention futurs en attendant votre transfert vers l'établissement d'État approprié. Conformément à l'accord de plaidoyer, je requiers un nol prosequi pour les chefs 4, 5 et 6. Autre chose, mademoiselle Sizemore, monsieur le président. Autre chose, mademoiselle Cook? Non. Très bien, je souhaite bonne chance à tout le monde. Je vous souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance à la famille. Je souhaite bonne chance à la victime. Merci.